Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants, nous continuons avec les moyens thérapeutiques du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et après la pression positive continue, nous allons voir les autres moyens thérapeutiques et tout particulièrement tout d'abord les orthèses d'avancée mandibulaire. Comme nous l'avons vu dans le début du cours de la pression positive continue, les deux moyens principaux du traitement du SARS sont basés sur les principes une langue qui flotte, c'est la pression positive continue, une langue qui avance, c'est l'avancée mandibulaire. Et donc l'avancée mandibulaire va utiliser un matériel qui s'appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, en abréviation OAM. C'est quoi l'orthèse d'avancée mandibulaire? C'est un appareil d'origine orthodontique. C'est un activateur de classe 2 qui permet de maintenir la mandibule en propulsion afin de libérer l'espace rétro-basilingual et de retrouver pendant le sommeil un calibre des voies aériennes supérieures normales et donc une ventilation normale. L'histoire des orthèses d'avancée mandibulaire est très ancienne, elle remonte à 1902, avant même la découverte du syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Pierre Robin proposait déjà des OAM afin de faciliter la respiration pendant le sommeil. Mais les vraies orthèses d'avancée mandibulaire ont commencé dans les années 80, après la découverte en 1982 du docteur Sullivan de la première machine de pression positive continue. Dans la même réunion, Samuelson propose un système de Tango Retain Device. Il s'agissait plutôt d'un piégeur de langue que d'une véritable orthèse. Puis rapidement, au début des années 80, sont apparues les premières prothèses d'avancée mandibulaire constituées de deux parties reliées l'une à l'autre, fixées sur chaque arcade dentaire et qui permettaient de maintenir la mandibule en position avancée par rapport à sa situation de base au cours du sommeil. Puis après, il y a eu le développement de prothèses qui permettaient une avancée mandibulaire calibrée avec une tolérance qui est satisfaisante. Les orthèses d'avancée mandibulaire sont efficaces sur la régression des événements respiratoires nocturnes et plus particulièrement en cas de SOS modéré. L'utilisation de ces prothèses malheureusement reste encore conditionnée par la qualité de l'état dentaire sous-jacent et la tolérance des douleurs de l'articulation temporo-maxillaire. Et seuls 20 à 30% des patients chez qui ce traitement pourrait être potentiellement indiqué peuvent bénéficier de cette prothèse. Nous allons voir tout d'abord le matériel utilisé dans les orthèses d'avancée mandibulaire. Ces orthèses sont constituées de deux gouttières, une gouttière qui va être plaquée sur le maxillaire supérieur et une sur le maxillaire inférieur. Et selon le procédé de fabrication, on distingue des orthèses thermoformables dont la gouttière est remplie de matériel déformable à l'eau chaude et les orthèses d'avancée mandibulaire sur mesure qui sont réalisées et fabriquées après avoir pris les empreintes des arcades et on va utiliser la résine dure, semi-rigide ou souple pour fabriquer les gouttières. Et ils sont classés aussi en fonction de l'aspect bibloc, c'est-à-dire des deux blocs détachables, ou monobloc, c'est-à-dire que les deux blocs supérieurs et inférieurs sont accolés l'un à l'autre. La qualité de la gouttière joue un rôle très important dans l'efficacité et dans la tolérance de l'orthèse d'avancée mandibulaire. Quels sont les critères d'une bonne gouttière? Deux éléments doivent être pris en compte, le degré de rigidité et le degré de recouvrement. L'HAS a établi les critères communs d'une bonne orthèse d'avancée mandibulaire. Elle doit être composée de deux gouttières dentaires qui prennent ancrage sur les deux arcades dentaires, fabriquées sur mesure à partir de la prise d'empreintes dentaires à l'alginate ou au silicone. Elle doit être bien rétentive, c'est-à-dire bien adhérée aux dents, afin que le patient ne la perde pas dans son sommeil. Elle doit être réglable en propulsion millimètre par millimètre. Quel est le mode d'action des orthèses d'avancée mandibulaire? On distingue les orthèses en propulsion, dans lesquelles la force étant dirigée en bas et en avant, elle reproduit le mouvement physiologique de l'articulation temporo-mandibulaire et la propulsion, voire l'ouverture orale, peut se faire normalement.
Le condyle peut glisser sous le tubercule articulaire et ainsi il n'y aura pas de compression articulaire. Ces schémas vous montrent la direction des forces exercées au cours des orthèses d'avancée mandibulaire en propulsion et comment ces forces vont faire que le ménisque peut glisser sous le condyle temporal et il n'est pas écrasé et l'ouverture buccale peut se faire de façon plus physiologique et moins contraignante. Vous voyez ici un exemple d'orthèse d'avancée mandibulaire bibloc qui travaille par propulsion et vous voyez ce système de liaison qui relie le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur et avec cette force de propulsion à partir du maxillaire supérieur vers le mandibule et la traction va se faire vers l'avant et vers le bas. Mais cette facilité d'ouverture buccale va nuire au résultat. Et c'est pourquoi on va mettre des ancrages pour fixer des élastiques pour maintenir la bouche fermée pendant le sommet afin d'optimiser le résultat. Après les orthèses en propulsion, l'autre mode d'action des orthèses, c'est les orthèses dites en rétention ou retenue ou en traction. Le principe ici est de s'appuyer sur le maxillaire supérieur pour empêcher la mandibule de basculer en arrière pendant le sommet. Et ceci peut être réalisé à l'aide d'une cale ou d'une biellette. Vous avez ici deux exemples d'orthèses bibloc qui fonctionnent par traction avec deux modes de fabrication différents. La traction se fera vers le haut et l'avant dans les deux cas et le mouvement est à favoriser par l'action des muscles élévateurs, ce qui a tendance à la fermeture de la bouche et permet d'améliorer le résultat sur le sauce. À l'opposé des orthèses en propulsion, dans les orthèses en rétention, comme la force se fera en avant et en haut, et que cette force aura tendance à se verticaliser par l'action des muscles élévateurs, il y a donc un risque articulaire au niveau de l'articulation temporomandibulaire. Donc cette traction et cette tendance à la verticalisation de la force va agir sur le ménisque avec un risque d'écrasement de ce ménisque et des surfaces articulaires. Nous allons passer maintenant à un autre point qui est est-ce que les orthèses d'avancée mandibulaire sont efficaces? Et nous allons essayer de voir les données de la littérature qui comparent l'efficacité de la PPC à l'efficacité de l'orthèse d'avancée mandibulaire. Donc plusieurs études ont montré la supériorité de la PPC sur l'orthèse d'avancée mandibulaire. Et tout d'abord, cette méta-analyse qui a été publiée par Lee en 2013, qui comprenait 14 études prospectives contrôlées, randomisées, dont 9 études déjà analysées dans les rapports précédents de méta-analyse. Et ces études-là ont comparé les orthèses d'avancée mandibulaire à la PPC. Et ces études incluaient 12 à 114 patients et ont été sélectionnées par recherche bibliographique systématique jusqu'en mai 2012. La durée de traitement était comprise entre 6 et 48 semaines. Quels sont les résultats de cette méta-analyse? Donc on a noté une diminution de l'IH avec une différence significative en faveur du traitement par PPC. Le succès du traitement avec les orthèses d'avancée mandibulaire est très variable et il a été obtenu dans 19 à 75% des patients. Dans toutes les études, la réduction de l'IH était plus efficace avec la PPC et le taux de succès plus élevé. Dans l'étude de Phillips Crossover de 2013, c'est une étude à court terme sur un mois qui incluait 126 patients avec un SAOS modéré à sévère. Dans cette étude, tous les paramètres polysomnographiques, IAH, saturation minimale en oxygène et nombre de rêves par nuit se sont améliorés avec les deux traitements. Mais l'amélioration a été significativement supérieure avec la PPC, près du double par rapport à l'orthèse d'avancée mandibulaire et plus particulièrement pour les SAOS sévères. Les résultats comparables ont été obtenus dans une étude à plus long terme, 1 à 2 ans, étude DOF de 2013.
Les deux traitements ont amélioré les paramètres, mais la PPC a été significativement plus efficace que l'orthèse d'avancée mandibulaire, aussi bien pour l'IH que la saturation minimale en oxygène. Et à 2 ans de suivi, un plus grand pourcentage d'abandon de patients a été observé dans le groupe orthèse d'avancée mandibulaire, soit 47% versus 33% pour le groupe PPC. Dans la même étude, on a comparé les effets sur les symptômes et la qualité de vie, et là, l'évaluation à 1 mois de la somnolence diurne excessive, des performances sur les simulateurs de conduite, des fonctions cognitives et de la qualité de vie par l'intermédiaire du questionnaire SQ et le SF36 a montré un degré d'amélioration équivalent pour les deux traitements. Toutefois, il y a une petite différence avec de meilleurs résultats pour l'orthèse d'avancée mandibulaire pour 4 des 8 items du questionnaire de qualité de vie SF36. On a comparé aussi les effets cardiovasculaires dans l'étude Philips qui a comparé les effets sur la pression artérielle à 1 mois du traitement avec PPC versus orthèse d'avancée mandibulaire chez des patients avec différents niveaux de pression artérielle. En intention de traiter, l'impact de l'OAM sur la pression artérielle moyenne sur 24 heures n'a pas été inférieur à celui de la PPC. La différence moyenne a été estimée à 0,2 mm de mercure. Aucune baisse de pression artérielle n'a été observée dans les deux groupes après 1 mois de traitement. Dans l'étude de Philips, on a analysé en pair protocole le sous-groupe de patients hypertendus, qui était en nombre de 45, et on a noté une amélioration significative de la pression artérielle à 24 heures, qui a été observée dans les deux groupes, 2,5 mm de mercure dans le groupe EPC et 2,2 mm de mercure dans le groupe orthèse d'avancée mandibulaire, sans toutefois qu'un traitement soit jugé comme supérieur à l'autre. Concernant l'observance, dans la méta-analyse de Lee, la plupart du temps, le type d'orthèse d'avancée mandibulaire et leur modalité de fabrication et de suivi ne sont pas précisés. Mais les études contrôlées randomisées rapportant des données d'observance en termes d'heures de port de l'orthèse par nuit et de nuit par semaine n'ont pas montré de différences significatives dans l'observance du traitement entre les groupes OAM et PPC. De même, dans l'étude de Doff, le taux d'observance n'était pas significativement différent entre les deux groupes PPC et OAM. Il était estimé respectivement à 6,8 plus ou moins 0,8 et 6,7 plus ou moins 0,7 nuits par semaine et 6,9 plus ou moins 1,2 et 7,2 plus ou moins 0,8 heures par nuit. On a aussi analysé la préférence des patients pour l'un ou l'autre des traitements et dans des études contrôlées randomisées antérieures à 2011, diverses données de préférence ont été rapportées. 39% et 52% des patients préfèrent respectivement l'orthèse et la PPC. Dans d'autres, 30% et 44% des patients préfèrent respectivement l'orthèse et la PPC, et dans d'autres, 71,2% et 8,5% préfèrent respectivement l'orthèse et la PPC, avec 20,3% qui n'ont pas de préférence. Ces études se caractérisent par l'hétérogénéité des orthèses d'avancée mandibulaire utilisées. Dans l'étude plus récente de Philips, des pourcentages de patients satisfaits sont estimés à 51% pour l'ORAM, 23,1% pour la PPC, 21,3% étaient sans préférence. En conclusion, concernant la comparaison de la PPC et l'orthèse d'avancée mandibulaire, les données récentes de la littérature confirment les premiers résultats d'efficacité de l'orthèse d'avancée mandibulaire. Mais la PPC est plus efficace que les orthèses d'avancée mandibulaire pour améliorer les paramètres polysomnographiques et plus particulièrement l'IH. Les autres résultats cliniques obtenus avec les orthèses d'avancée mandibulaire sont dans la majorité des cas comparables à la PPC, en particulier les symptômes et la qualité de vie et les résultats sur la pression artérielle.
Après la PPC et les orthèses avancées mandibulaires, quelles sont les autres thérapeutiques qu'on peut proposer pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil? Tout d'abord, il y a des mesures communes concernant tous les syndromes d'apnée obstructive du sommeil. Et nous commençons tout d'abord par les mesures d'hygiène de sommeil. Donc il faut corriger une hygiène de sommeil avec des horaires de sommeil relativement stables d'une nuit à l'autre afin d'éviter toute privation de sommeil et améliorer l'acceptance et l'observance. Il faut mettre en place des règles de vie simples mais indispensables pour obtenir une amélioration de la qualité du sommeil et pour éviter les conditions favorisant la survenue d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et réduire le risque cardiovasculaire. Et enfin, il faut informer les patients du risque lié à la prise d'hypnotiques au coucher. Il en est de même avec consommation d'alcool. Deuxième élément dans les mesures commises sont les mesures hygiéno-diététiques avec comme objectif obtenir un amaigrissement significatif permettant d'améliorer les troubles respiratoires nocturnes et le risque cardiovasculaire. Ces mesures hygiéno-diététiques doivent être proposées dès que l'index de masse corporelle est supérieur à 28. Outre les régimes hypocaloriques standards, l'utilisation de régimes riches en protéines semble apporter un bénéfice supplémentaire associé à une perte de poids plus marquée et relativement rapide. Enfin, dans les mesures communes, il faut traiter une cause évidente du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, telle que par exemple une acromégalie ou une hypothyroïdie, dont la macroglossie associée à la pathologie peut s'accompagner d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ce traitement permet généralement une normalisation ou une amélioration de l'index d'événements respiratoires obstructifs. Après les mesures thérapeutiques communes, il y a des thérapeutiques à éliminer, tels que les dilatateurs narinaires qui n'ont aucun effet sur les événements obstructifs du OSAS, les mesures positionnelles qui peuvent donner un faux sentiment de sécurité pour le patient, et donc ces thérapeutiques sont à bannir. On arrive au traitement chirurgical. Le but du traitement chirurgical est d'augmenter le calibre des voies aériennes supérieures en corrigeant les anomalies anatomiques mises en évidence à l'examen ORL. Il peut agir en favorisant l'antériorisation des structures mandibulaires, en restaurant une position normale de l'appareil iolingual et ou en réduisant le contenu orophagé. Mais l'indication va être limitée à des cas sélectionnés. Le premier traitement chirurgical était la trachéotomie. C'était le premier traitement efficace proposé et qui permettait de normaliser la survie des patients au début des années où on a découvert le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Mais ce traitement-là a été abandonné. Le deuxième traitement chirurgical, c'est l'uvulopalato-pharyngoplastie, l'UVPPP, qui a débuté le début des années 1970, et ce traitement consiste en une réduction de la taille du voile du palais avec une remise en tension des parois pharyngées, éventuellement associée à une amygdalectomie. Cette intervention pouvait être réalisée par incision au bistouri ou par laser, mais il y avait des effets indésirables fréquents, en particulier la douleur et l'insuffisance vélaire. Ce traitement a été remis en cause concernant son efficacité à long terme sur les troubles respiratoires nocturnes. L'UVPPP a été progressivement remplacé par la radiofréquence, ce qui a permis de réduire les douleurs et de limiter la dégradation anatomique irréversible. Cette technique réalisée sous anesthésie locale est sans effet secondaire, mais son indication reste limitée au traitement du ronflement isolé chez des sujets ne présentant pas de surcharge pondérale excessive. Un autre traitement chirurgical otorhinolaryngologique, c'est l'amygdalectomie isolée. Elle est parfaitement justifiée chez les enfants qui présentent un ronflement associé à un SAOS en rapport avec une importante hypertrophie amygdalienne. Le retentissement est parfois sévère avec un retard staturopondéral, une perturbation des performances scolaires, mais une évaluation PSG post-opératoire est nécessaire pour décider quant à l'efficacité ou non
de l'amygdalectomie. On finit au niveau du traitement chirurgical par la chirurgie invasive. Et tout d'abord, la réduction chirurgicale basilinguale qui a démarré les années 90 et qui était proposée essentiellement dans les déformations de l'appareil iolingual. L'appareil iolingual, en particulier avec cet abaissement de l'os hyoïde qui va aboutir à un rétrécissement de l'espace pharyngé. Les techniques de transposition génienne et de suspension hyoïdienne ont été progressivement abandonnées par insuffisance d'efficacité au prix d'une intervention invasive. Ces schémas vous résument les principes de ces chirurgies invasives. Tout d'abord, la transposition génienne qui consiste à changer l'insertion du muscle génioglosse de telle manière à permettre à la langue de libérer l'espace pharyngé. La deuxième chirurgie, celle de la suspension hyoïdienne, qui permet de libérer la musculature qui abaisse l'os hyoïde et favoriser sa suspension en roue. Troisième type de chirurgie invasive, c'est la chirurgie d'avancée mandibulaire. Cette chirurgie obéit au principe de la langue qui avance. Dans cette chirurgie, on associe une avancée simultanée du maxillaire supérieur, le seul traitement chirurgical ayant fait la preuve d'une efficacité significative et durable en cas de SAWS, c'est la chirurgie d'avancée mandibulaire. Elle ne peut être réalisée que par des équipes entraînées, en cas d'anomalie squelettique crânio-faciale telle qu'un important micro-rétrognatisme et après exploration maxillofaciale spécialisée. C'est une chirurgie très invasive et elle ne peut être réalisée qu'en cas de refus, d'inefficacité ou d'intolérance d'un traitement par PPC préalablement proposé aux patients. On finit par parler de certaines actualités thérapeutiques et tout d'abord la technique de stimulation du nerf hypoglosse à l'aide d'une sonde. C'est une sonde qui va être implantée dans le muscle génioglosse relié à un stimulateur de type pacemaker et cette technique est actuellement disponible et en cours d'évaluation de manière plus approfondie. Cependant, la limite actuelle rencontrée lors de son utilisation est liée à la fréquence des micro-EV associée à la propulsion de la langue lors de chaque stimulation. Cette diapositive vous montre le montage de la stimulation nerveuse implantable qui comporte tout d'abord la sonde de stimulation, le boîtier de stimulation et la sonde de détection de l'effort respiratoire. Cette stimulation va entraîner un effet sur la libération des voies aériennes supérieures lors du sommeil avec cette vue endoscopique qui montre cette libération. Cette diapositive vous montre l'effet de la stimulation du nerf hypoglosse sur la disparition des apnées et des hypopnées. Dans l'illustration, il est noté que la stimulation ne restaure cependant pas un débit aérien normal, mais laisse persister les aspects de limitation de débit inspiratoire. Enfin, certains traitements médicamenteux ont été proposés, tels que les inhibiteurs de la capture de la sérotonine ou les agonistes sérotoninergiques, ainsi que les antidépresseurs tricycliques tels que la lafrénine, sans confirmation secondaire de leur efficacité sur la régression des troubles respiratoires au cours du sommeil.